Voilà, je propose qu'on commence. Nous sommes 46, donc je vois que beaucoup d'entre vous sont intéressés par nos thèmes de nos webinaires et je vous en remercie. Ça fait toujours plaisir. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la comptabilité. C'est aussi un petit peu le sujet qui fait parfois peur à certaines personnes qui veulent prendre la tâche d'être syndic bénévole. Mais bon, en soi, à partir du moment, où, c'est bien structuré et que vous avez un bon outil, vous allez voir que la comptabilité n'est pas aussi compliquée, que ça. Donc je vais faire un webinaire, qui est un peu moins théorique. L'objectif, c'est surtout de vous montrer concrètement, comment ça se passe, sur la plateforme et aussi comment, vous pouvez facilement, encoder vos factures, les partager, à travers, les différents copropriétaires pour que vos décomptes soient tout simplement justes et que vous, suivez bien sûr, la législation, belge en vigueur sur les lois sur la copropriété. Alors, la comptabilité dans une copropriété, c'est souvent donc, voilà, il y a 2 types de comptabilité. Il y a la comptabilité pour, les ACP qui ont moins de, 20 lots, donc jusque 19 lots, et celles qui ont plus de 20 lots, à partir de 20 lots. Donc pour les petites, copropriétés jusque 19 lots, eh bien, il suffit de faire une comptabilité simple. Heu, donc c'est quoi une comptabilité simple? Eh bien, c'est tout simplement, on doit suivre les recettes et les dépenses, on doit faire attention à la situation de la trésorerie, ce qu'il y a dans les comptes, exactement. Il faut gérer le fonds de roulement et le fonds de réserve. Donc, et tout ceci est bien sûr, vous pouvez utiliser l'outil que nous verrons tout à l'heure. À partir de 20 lots, donc ça, je pense que vous êtes moins de personnes qui géraient des ACP à partir de 20 lots. Donc là, on passe à une comptabilité plus complexe avec un plan comptable minimum normalisé, comme on appelle ça, et donc où on appelle ça aussi une double comptabilité. Donc là, ce que ça veut dire, c'est que il faut faire toutes les opérations sont donc enregistrées. On suit les avoirs, les dettes, les engagements, et donc il y a aussi un actif et un passif, et on travaille avec des livres et des comptes comme une comptabilité classique d'une société, euh, comme une société normale, que ce soit une SA ou une SRL. Ça, c'est donc une comptabilité double. Donc nous avons les deux. Là, il faut d'abord, évidemment, la base est la même. Il faut encoder d'abord les factures. Et à partir du moment où les factures sont encodées, eh bien, ceux qui ont donc une double comptabilité à faire, il suffit de nous la demander sur demande et on vous la fournit une fois par an, donc juste avant la fin de l'exercice comptable. Alors, je vais vous parler également de la répartition des charges. Donc ça, c'est un point très important. Toutes les dépenses ne concernent pas forcément tous les lots, hein, et donc il faut donc diviser toutes les factures à travers les différents copropriétaires. Et d'habitude, on le fait sur base d'une clé de répartition. Et la plupart des factures sont donc, on utilise une clé de répartition sur base des quotités de l'acte de base. Hein, donc bien souvent, on appelle ça la clé de répartition de l'acte de base. Mais il se peut qu'on puisse avoir plusieurs clés de répartition, hein. Si par exemple, vous avez un ascenseur dans votre immeuble et que le rez-de-chaussée n'utilise pas l'ascenseur et que tout le monde est d'accord avec ce principe et que ça a été voté aussi dans une assemblée générale, eh bien alors vous pouvez voter pour une nouvelle clé de répartition qui sont donc uniquement pour les frais de l'ascenseur. Et donc sur la plateforme, on verra tout à l'heure, on peut donc ajouter autant de clés de répartition qu'il faut pour que vous puissiez bien gérer votre copropriété. Euh, donc, autre exemple, si vous avez des copropriétaires qui ont un garage et que c'est un bâtiment en annexe, hein, donc à ce moment-là, on peut aussi avoir plusieurs clés de répartition pour, par exemple, le toit
de la partie garage, qui concerne donc peut-être pas ceux qui habitent dans l'autre immeuble où il y a les appartements. Donc là aussi, il y a parfois plusieurs clés de répartition. Voilà pour les clés de répartition. Alors, je vais vous parler également du fonds de réserve. Le fonds de réserve, pour certaines personnes, ça n'est pas toujours clair. Le fonds de réserve, c'est quelque chose que vous payez normalement lorsque vous achetez votre appartement dans un immeuble. Eh bien, c'est une avance que vous faites en fait à la copropriété. On peut comparer ça dans un magasin à une caisse. Lorsque un magasin, il y a souvent une caisse. Et pourquoi il y a cette caisse? Eh bien, c'est parce que tout simplement, si quand le magasin ouvre, par exemple, à 9 h du matin, et que la première personne qui entre, c'est un fournisseur et qu'il n'y a encore rien qui a été vendu, eh bien, s'il n'y avait pas de caisse, eh bien, il n'y aurait pas de quoi payer ce fournisseur. Donc, cette caisse sert donc à payer le fournisseur et dans le cas d'une ACP, ça sert tout simplement à que le syndic ne doive pas attendre les provisions des copropriétaires pour qu'ils puissent payer à temps ses factures. On conseille toujours au syndic de prévoir un fonds de roulement qui est égal à 25 à 30% du budget annuel que vous votez chaque année. Et donc, c'est donc une avance, et comme ça, le syndic peut payer facilement toutes ses factures en temps et en heure. Alors, le fonds de réserve, comme son nom l'indique, c'est quelque chose aussi que vous devez avoir pour que vous puissiez faire face à d'éventuelles dépenses exceptionnelles. Vous ne devez pas avoir de fonds de réserve les premières années si c'est un immeuble neuf. Un fonds de réserve n'est nécessaire qu'à partir de la 5e année de la livraison de l'immeuble. Bien sûr, vous pouvez commencer tout de suite, parce que c'est bien d'avoir un bon fonds de réserve pour faire face à des dépenses exceptionnelles, mais c'est obligatoire qu'à partir de la 6e année. Alors, il y a dans la loi sur la copropriété, il est aussi indiqué que ce fonds de réserve doit être égal à 5% de votre budget annuel. Donc, si vous avez un budget annuel on va dire de 1 000 €, 5%, c'est 50 € que vous devez donc diviser de nouveau à travers vos copropriétaires et selon les quotités. Voilà et le fonds de réserve doit être payé évidemment sur un compte d'épargne ou le compte qui est donc destiné à ce fonds de réserve. Bien sûr, le fonds de roulement, j'ai oublié de vous le dire, et lui, il doit être payé sur le compte courant. Donc comme ça, vous avez donc 2 comptes à avoir, un compte courant et un compte de réserve. Je vérifie si j'ai bien tout dit. Voilà, peut-être aussi une information importante. Le fonds de réserve appartient à la copropriété. Donc, quand vous vendez votre appartement, le fonds de réserve, vous ne le récupérerez pas. Par contre, évidemment, plus il y a dans le fonds de réserve, plus votre immeuble et votre appartement vaut de l'argent. Tandis que le fonds de roulement, lui, il reste la propriété de tous les copropriétaires. Et donc, lorsque vous vendez votre appartement, l'avance que vous avez fait, donc ce fonds de réserve, vous allez le récupérer. Et d'ailleurs, le notaire demande ces informations pour que le nouveau propriétaire soit au courant autant du fonds de réserve que du fonds de roulement. Et donc, le fonds de roulement, votre participation dans le fonds de roulement, le notaire va l'ajouter dans le décompte qu'il fera lors de la vente pour que vous puissiez le récupérer. Alors, les charges de l'occupant et charges du propriétaire. Donc, on distingue 2 grands types de charges. Donc, les charges de l'occupant, c'est celles qui concernent, donc, comme son nom l'indique, l'occupant. Donc, c'est quoi? C'est simplement l'électricité des communs, l'eau, le chauffage, l'entretien des équipements, de l'ascenseur, le nettoyage. S'il y a un jardin, il faut entretenir le jardin. S'il y a un concierge, il faut souvent le payer. Et l'honoraire, éventuellement,
du syndic s'il y en a un, ou de Syndic Yourself si vous êtes client chez nous. Il peut y avoir aussi des petits travaux de le plombier qui passe pour quelque chose, etc. Donc, ça sont donc les charges de l'occupant. Les charges du propriétaire, ça, ce sont donc celles qui concernent uniquement le propriétaire, les assurances, les grosses réparations, le remplacement d'équipements importants, hein, les serrures, un moteur de l'ascenseur, par exemple, la chaudière, s'il y a une chaudière commune, et des choses comme ça. Alors, aussi quelque chose d'important, pour le syndic, il n'y a qu'un seul interlocuteur, hein, c'est le propriétaire. Quand le syndic ne s'adresse que au propriétaire, pas au locataire. Le locataire, il a signé un bail avec le propriétaire d'un appartement, et donc les histoires entre le propriétaire et le locataire, ce sont leurs histoires, et ça ne concerne donc pas le syndic, parce que souvent, il y a également confusion avec ce genre de choses. Je regarde. Alors, le relevé des comptes. Le relevé reprend toutes les informations essentielles, hein, l'identité de la CP du syndic, les coordonnées du copropriétaire. Une seconde que je coupe ça. J'ai oublié de couper mon téléphone, désolé. Voilà. Donc, le relevé des comptes, il y a donc les différents lots et les quotités. C'est aussi, ça concerne une certaine période concernée. Il y a des détails des charges et les montants à payer, et ainsi que les délais. En annexe, on peut ajouter le bilan, les décomptes chauffage et eau, le détail complet des dépenses, hein. Tout est généré de manière évidemment très très claire et très très lisible dans la plateforme, et ça, donc, je vais vous le montrer tout à l'heure. Voilà, ça c'est donc la partie théorique. Avant que je passe à une démo sur la plateforme, je voulais savoir si vous aviez éventuellement quelques questions que vous pouvez poser dans le chat, hein, et alors je vais tâcher d'y répondre. Voilà, je regarde mon chat, voir si vous avez des questions. Alors, je vois une question, qu'en est-il de la TVA? Il faut savoir qu'une ACP n'est pas assujettie à la TVA, donc la TVA ne rentre jamais en ligne de compte. On verra tout à l'heure que lorsqu'on encode une facture, on va l'encoder avec la TVA comprise. Alors, il y a une option qu'on peut indiquer le montant de la TVA, mais ça, en fait, c'est surtout utilisé par les personnes qui ont acheté leur appartement en société, parce que ces personnes-là voudront probablement récupérer la TVA. Donc, par contre, si personne n'a acheté son appartement ou une partie d'un lot en société, eh bien, il n'y a pas de raison de cocher la TVA. Alors, j'ai entendu que les charges de syndic étaient pour le propriétaire, pas l'occupant. Euh, euh, non, ça c'est pas vrai, c'est pour l'occupant. Ce sont des charges que vous pouvez. Donc nous verrons tout à l'heure dans les décomptes, il y a des charges que vous pouvez attribuer, et ça se passe automatiquement. Donc bien sûr, nous allons, nous suivons les dernières lois en vigueur, et donc certaines charges peuvent être facturées à l'occupant ou éventuellement le locataire, et d'autres sont des charges qui sont donc pour le propriétaire. Mais lorsqu'on nous verrons donc tout à l'heure sur la plateforme un décompte, je pourrai l'indiquer. Alors, une autre question. Je gère une seconde résidence où deux appartements sont occupés en permanence. Peut-on faire une différence pour les charges? Alors, les charges sont comptées par appartement.
Donc, si vous avez, je gère une seconde résidence, ou bien, donc, si vous gérez une seconde résidence, de toute façon, les charges, c'est par lot. Donc, si vous avez 2 appartements, eh bien, les charges ne seront peut-être pas les mêmes pour l'un appartement et l'autre. Donc, c'est par appartement. Alors mon nom, c'est Alexis Charon. On me demande de me présenter. Voilà, comme ça, vous connaissez mon nom. Voilà. Donc, si on oublie en encodant une facture de mettre le montant à zéro. Donc, si on oublie en encodant une facture de mettre le montant de la TVA, correct, cela n'a pas d'impact. Non, ça n'a pas d'impact, en effet. C'est juste la TVA, si vous la cochez, c'est juste de manière indicative et il y a une colonne. Alors, à ce moment-là, si vous cochez la TVA, vous aurez une colonne uniquement de la TVA, mais ça n'a pas d'impact, effectivement, sur les décomptes. On est obligé de faire part occupant propriétaire ou est-on obligé de faire la part occupant propriétaire ou le propriétaire est libre de faire ce qu'il veut de ce qu'il a convenu dans un contrat. Bien sûr, si vous avez signé un contrat de bail avec un locataire, alors bon, vous allez lui envoyer un décompte, mais vous ne devez pas envoyer le décompte, évidemment, de ce qui vous concerne. Vous prenez que la partie qui est du locataire et vous n'êtes pas évidemment obligé d'envoyer votre décompte qui est adressé à vous. Vous prenez juste les informations dont vous avez besoin pour le locataire. Allez-vous aborder la répartition des frais par des organismes externes, genre ISTA? Oui, je vais venir dans la démo tout à l'heure sur la plateforme. Est-ce que le logiciel permet une gestion par bloc? Qu'en est-il quand il y a plusieurs bâtiments? C'est ce que je disais dans la partie des clés de répartition. Si dans votre ACP, effectivement, vous avez plusieurs bâtiments, eh bien, effectivement, vous pouvez mettre plusieurs clés de répartition. Et comme ça, vous pouvez donc allouer les frais d'un bâtiment à certaines personnes grâce à cette clé de répartition. Et pour d'autres bâtiments, eh bien, vous utilisez une autre clé de répartition. Alors, est-ce que j'ai oublié certaines questions? Questions par bloc, oui, j'ai répondu. Alors, j'ai d'autres questions ici, je vois. Une seconde. Non, c'est la même, j'ai déjà répondu. Alors, il y a certaines charges qui sont discutables en termes d'allocation. Alors ça, je ne comprends pas bien la question. Le système permet-il de modifier la répartition locataire-propriétaire? Non, ça le système ne permet pas parce qu'en fait nous suivons les lois sur la copropriété et donc dans les lois de la copropriété, la répartition des frais entre le locataire et le propriétaire est bien définie. Donc nous suivons juste la législation en Belgique. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Oui, je pense que j'ai répondu. Ah, nous parlons souvent de clés de répartition, mais nous venons de recevoir la note technique d'un géomètre qui présente des chiffres différents en code-part et clé de répartition. Quelle est la nuance? Alors, une clé de répartition est faite suivant la code-part. Mais ça, je pense que donc c'est Tom qui me pose la question. Je pense que votre question, elle sera répondue lorsque je vous montrerai comment on crée une nouvelle clé de répartition. Je pense que j'ai tout répondu. Okay. Voilà, je n'ai plus vraiment de questions, me semble-t-il. Si jamais vous avez d'autres questions,
et tous ceux qui sont donc déjà clients, n'hésitez pas à utiliser le chat box qui est à votre disposition pour poser les autres questions. J'ai encore une petite question. En Belgique, la répartition des charges entre propriétaires et locataires n'est pas définie par une liste exhaustive dans la loi, mais par les principes généraux du code civil. En règle générale, le locataire paye les consommations eau, oui, en effet, et l'entretien courant. Écoutez, Jean-Marie, je vous invite en fait, si vous voulez plus d'éclaircissement à ce sujet, sur la plateforme, vous avez la possibilité de poser des questions juridiques. Et donc, je vous invite tout simplement à poser ces questions juridiques via l'interface. Comme ça, vous aurez affaire à notre juriste qui vous répondra, parce que je ne suis pas juriste. Donc, je préfère effectivement répondre à ce que je sais sans faire de faute. Voilà. Alors, je vais continuer la présentation sur la plateforme et je vais donc partager mon écran. Je vais juste regarder. Voilà. Une seconde. Voilà. Je partage mon écran. Est-ce que vous voyez bien mon écran maintenant? Si je fais la distinction entre la plateforme et là, je reste. Est-ce que vous pouvez me répondre avec un pouce ou quelque chose pour que on le voit? Ok, parfait. Merci pour votre coopération. Voilà. Alors, la première chose que je vais faire, c'est justement créer une clé de répartition. Donc, les clés de répartition, là, je vais le mettre en français parce que je vois que c'est en flamand. Donc, ici, donc, dans la partie informative, vous avez un onglet clé de répartition ici. Ici, vous voyez, il y en a déjà 4. Et donc, il y en a une qui est par rapport à l'acte de base. Et ici, au-dessus, vous ajoutez une clé de répartition. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a la liste de tous les copropriétaires liés avec leur appartement et leur quotité. Donc, pour une clé de répartition, vous pouvez bien sûr sélectionner tout le monde. Et si c'est par exemple pour l'ascenseur, donc mon exemple de là tout à l'heure, et que le rez-de-chaussée ne participe pas, alors vous pouvez par exemple décocher ici l'appartement 1, qui on va dire est au rez-de-chaussée, le parking 1 et éventuellement ici la cave 1. Et alors, on peut donner un nom et on va dire ascenseur. Et ici, on peut ajouter une date. Et donc, quand la clé de répartition est faite, vous l'ajoutez et elle vient se mettre ici. Voilà. Ça, c'est donc comment on fait une clé de répartition. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Il n'y a pas de limite aux clés de répartition. Ce qui est important pour que vous puissiez bien les utiliser, c'est de bien mettre le nom de la clé de répartition pour que vous sachiez exactement pourquoi vous pouvez l'utiliser. Voilà pour les clés de répartition. Alors ensuite, je vais passer à la comptabilité et je vais vous montrer comment on peut faire pour encoder les paiements. Donc vous avez votre compte en banque et donc vous avez forcément des montants entrants et des montants sortants. Alors ça, c'est quelque chose qu'on fait lorsque vous avez décidé de ne pas lier la banque. Il faut savoir qu'on peut lier la banque. Toutes les banques en Belgique travaillent avec Isabel et Ponto. Seules certaines petites banques en Belgique ne travaillent pas avec Isabel et Ponto. Et donc, quand vous êtes dans une de ces grandes banques, eh bien, vous pouvez lier votre compte en banque. Et alors, qu'est-ce qu'on aura de plus? Eh bien, on va gagner du temps parce que tous vos extraits de compte vont directement se retrouver ici. La seule chose qu'il faudra encore faire, c'est les attribuer. Donc ici, je vais vous montrer comment les attribuer. Maintenant, si votre compte en banque n'est pas lié, certaines petites copropriétés jusqu'à 5 kilos ne souhaitent pas parce qu'il y a un coût, ça coûte que 50 € par an pour que les banques envoient les codes CODA, comme on appelle ça. Eh bien, à ce moment-là, si vous pouvez donc ici utiliser le bouton paiement entrant. Et donc ici,
si c'est un copropriétaire qui a payé, grâce à l'extrait de compte, vous allez voir qui a payé. On va dire que c'est Grauels Stéphane. Si Grauels Stéphane a par exemple payé 125 €, hein, on va mettre la date à laquelle le paiement est arrivé. Hein, donc on va dire que c'est par exemple le 22 janvier. Pourquoi a-t-il payé? Eh bien, on va dire provision janvier 26. Et alors, on va créer une ligne et ici, voilà, les 125 € de Grauels ont été payés. C'est en vert, donc en vert, c'est les montants entrants et en rouge, les montants sortants. Je vais juste le dissocier pour que je puisse vous montrer comment on doit faire pour allouer un paiement. Donc, quand la première fois que vous utilisez la plateforme, eh bien, il faut le faire manuellement et après, évidemment, le système va retenir à qui vous l'avez alloué et ça va se passer automatiquement. Donc ici, M. Grauel Stéphane a payé 125 €. Je vais l'allouer manuellement. Donc si je clique sur allouer, eh bien, je vais avoir ici la liste des copropriétaires, dont M. Grauels. Hein. Maintenant, s'il s'agit d'un fournisseur, eh bien, ici, je peux cliquer sur fournisseur, mais comme il a reconnu que c'est un copropriétaire, il ne l'indique pas. Mais donc ici, si je reclique maintenant sur M. Grauels, je clique sur allouer et là, ça va se retrouver en vert. Et je vais vous montrer tout à l'heure dans le compte de M. Grauels, eh bien, les 125 € vont donc apparaître. Je vais vite le faire pour une facture, comme ça vous paraîtra clair également. Je vais attendre que le système le désalloue. Voilà. Donc là, je vais l'allouer. Ici, il a reconnu quand même que c'est une facture NJ. Hein, et donc ici, je vois que c'est une facture de 27 €. Et donc ici, il y a deux factures de 27 €. Donc, il faut la prendre la bonne. Ici, c'est la facture numéro le 2409. Hein, et donc, je vais, par exemple, ici, l'allouer à cette facture-là. Et comme ça, également, dans le compte du fournisseur, ce que je vais vous montrer tout à l'heure, eh bien, cette facture sera mise à zéro également. Donc, voilà. Ça, c'est donc pour les comptes bancaires. Il y a un petit bouton ici également, transfert interne. Eh bien, cela sert à quoi? Eh bien, parfois, il y a certains copropriétaires qui se trompent de compte et donc le syndic peut tout simplement réparer l'erreur en faisant un transfert interne. C'est juste un paiement d'un compte à l'autre, rien de plus. Vous avez également un petit bouton exporter, mais ça c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui les banques vous affichent les extraits de compte des derniers 12 mois. Il n'y a plus de banques qui affichent encore plus. Donc en tant que syndic, il est bien qu'une fois par an, vous faites une extraction de vos comptes bancaires pour les garder, parce que vous devez garder tous 10 ans. Et comme vous savez, ici, il y a documents, c'est un espace illimité où vous pouvez tout sauvegarder. Donc en exportant, vous pouvez tout sauvegarder là-dedans. Voilà pour le compte de paiement. Le compte de réserve, je vais vous le montrer également, c'est exactement pareil. Hein, donc le fonctionnement est pareil. Il y a également les mêmes boutons. Il y a juste un bouton de plus. Eh bien, c'est tout simplement pour que vous puissiez également ajouter les intérêts que votre banque, ça ne sera pas énorme, mais bon, voilà, les banques donnent un petit peu d'intérêt sur un compte de réserve ou un compte d'épargne. Voilà. Alors, je vais passer dans la comptabilité maintenant dans les fournisseurs pour vous montrer comment on encode une facture. Donc ici, vous avez la liste des fournisseurs actifs, hein, avec chacun son solde. Donc ça, c'est ici le montant de toutes les factures AXA de cette année comptable, ce qui a déjà été payé et ce qui est encore dû. Hein. Ici, vous avez la même chose, les chiffres sont un peu plus grands, tout simplement parce que ici, il fait le total de tous les fournisseurs. Donc ici, c'est toutes les factures encodées pour l'ACP, ce qui a été payé et ce qui est dû. Et alors, je vais vous proposer de également ajouter un fournisseur, parce que si vous avez une facture et que c'est un nouveau fournisseur qui n'est pas encore dans la liste de vos fournisseurs, eh bien, vous avez ici un bouton « Ajouter un fournisseur ». Il vous suffit de tout remplir
et cliquez sur « Ajouter un fournisseur » et alors vous pouvez ajouter une dépense ou tout simplement ajouter une facture. Et donc là, la première chose à faire, c'est de choisir le bon fournisseur, hein. Donc on va dire par exemple de nouveau que c'est une facture Engie, comme ça en même temps je vais répondre à la question que j'ai ou que quelqu'un a posée sur la répartition, éventuellement quand c'est un compte commun, et que je dois le partager éventuellement manuellement. Donc ici, on va dire, voilà la date, la facture date de quand? Eh bien, du 15 janvier, et je vais l'encoder aujourd'hui. Alors, le montant, en général, un compte, ce n'est pas pour les communs, ce ne sont pas des grands montants, donc je vais dire que c'est 29 €. Donc ici, autre question que quelqu'un a posée, vous allez encoder toujours le montant avec la TVA. Comme je vous l'ai dit, une ACP n'est pas assujettie, donc il faut mettre l'entièreté de la facture parce que vous n'allez pas être remboursé de la TVA. Et ici, si donc quelqu'un a acheté son appartement en société et qu'il est assujetti, eh ben, il voudra probablement vouloir récupérer la TVA. Donc ici, vous pouvez indiquer la TVA. Je ne vais pas le faire parce que c'est très rare. Et alors ensuite, pour encoder une facture, il faut utiliser le bon compte comptable. Ici, ce sont tous les comptes comptables de la comptabilité belge, uniquement pour une ACP, sinon la liste serait encore beaucoup plus longue. Et donc, il faut juste lire un petit peu, hein, c'est assez facile, hein, vous allez voir. Et donc ici, je vais juste l'encoder en tant qu'électricité partie commune, le compte 61 210. Ici, vous pouvez ajouter un titre à la facture, hein. Vous pouvez dire par exemple Engie facture janvier 26. Comme ça, c'est clair. Ensuite, vous pouvez préparer le paiement avec une référence structurée ou tout simplement facture numéro untel, hein. Ça, c'est vous qui choisissez, hein. Donc, évidemment, quand la banque est liée, vous pouvez la créer, vous pouvez la payer à partir de l'interface. On verra ça tout à l'heure. Et ensuite, vous devez donc à ce moment-là choisir la bonne clé de répartition. Vous pouvez donc partager ces frais par une clé de répartition, et donc elles sont ici. Si vous n'avez pas la bonne clé de répartition, vous pouvez de nouveau en créer une ici. Donc, vous pouvez créer une clé de répartition ici et dans la partie informative. Et donc, s'il s'agit vous pouvez également répartir ça de manière manuelle. C'est surtout pour l'eau, hein, que si jamais vous avez certains bâtiments où il n'y a qu'un compteur d'eau et peut-être que vous avez ou pas des compteurs de passage, et alors vous prenez, j'imagine, le relevé des compteurs de passage une fois par an, et donc avec la facture annuelle, eh bien, vous pouvez alors facilement, grâce au compteur de passage, calculer la consommation par appartement. Et donc à ce moment-là, vous faites votre petit calcul sur la facture avec le prix au mètre cube et vous pouvez à ce moment-là indiquer les valeurs ici, hein. Et si vous avez décidé dans une assemblée générale de le faire en pourcentage, vous pouvez également le faire par pourcentage. Donc vous pouvez donc partager les frais d'une facture selon 3 moyens, donc la clé de répartition ou les répartitions manuelles. Voilà. Et ici, donc, je vais utiliser la clé de répartition sur l'acte de base. Je vais la créer. Et donc, ici, dans Engie, je vais voir cette facture apparaître. Et donc, elle est ici. Voilà. Comme ça. Et ici, donc, dans le compte Engie, eh bien, je vois toutes les factures de Engie, tout simplement, avec un petit résumé et donc le solde. Voilà. Ici, vous avez un onglet « Ajouter une note de crédit ». C'est exactement la même chose que pour une facture. Voilà. Je vais faire une petite pause pour voir si vous avez des questions, pour que je puisse y répondre déjà, et après, je vais poursuivre. Alors, une seconde que je regarde les questions.
Il y a certaines charges qui sont discutées. À ça, j'ai répondu. Nous parlons souvent de clé de répartition, mais nous venons de recevoir la note technique d'un géomètre. J'ai répondu. Hein, ça aussi. Alors, le système gère-t-il les communications structurées? Ben, vous avez vu que oui, autant pour les factures que pour les montants entrants, mais bon, pour les montants entrants, entre vous, vous n'avez pas besoin de communication structurée. Vous pouvez juste mentionner avec déjà le nom de la personne qui est propriétaire, c'est plus facile. Pouvez-vous remonter comment ajouter un fournisseur? Vous avez été très vite. Ah. Alors, je, je, je peux également vous montrer que sur le site internet, tout ce que j'explique se trouve également dans des fonctionnalités ici, tuto vidéo de plateforme, comment ajouter un fournisseur. Vous avez une petite vidéo de 2 minutes qui explique comment vous devez ajouter un fournisseur. Voilà. Alors, la catégorie comptable définit si la charge sera imputée à l'occupant ou au propriétaire. Non, ça n'a rien à voir. En cas de doute entre deux catégories comptables, comment savoir si la charge sera affectée à l'occupant? Non, ça n'a rien à voir. C'est pas parce que ce n'est pas par le compte comptable que les charges. Enfin, oui, oui et non, en fait. Oui, vous avez raison. Ça peut l'être, oui. Donc oui, il faut vraiment essayer d'utiliser le bon compte comptable, mais il faut savoir que l'occupant ou le locataire, hein, eh bien, on lui facture uniquement la consommation, donc tout ce qu'il a consommé, et donc c'est comme je vous l'ai expliqué là tout à l'heure, seules les charges pour les propriétaires, ce sont vraiment les frais importants et pas la consommation. Alors, bonjour, pouvez-vous expliquer comment encoder les frais bancaires sur le compte courant de la copropriété? Ah, mais ça, je viens de le faire. Les frais, ah non, les frais. Comment vous expliquer comment encoder les frais bancaires? Ah ben ça, c'est comme une facture. Hein. Donc, vous avez vu comment on a encodé une facture. Eh bien, vous devez faire exactement le même processus parce que les frais sont donc une charge et donc vous devez l'encoder comme une facture. Alors, qu'en est-il de PayPal? C'est une bonne question. C'est souvent beaucoup de gens se posent cette question. Alors, PayPal, c'est fait pour toutes les sociétés qui sont assujetties à la TVA. Donc, une ACP ne l'est pas, donc PayPal n'est pas obligatoire. Maintenant, bonne nouvelle, pour certains en tout cas, nous allons malgré tout connecter notre interface à PayPal. Ça se fera dans le courant de l'année 2026. Je n'ai pas encore de date, hein, mais comme ça, vous savez qu'effectivement, ça sera possible. Ça sera pour le syndic du nouveau un gain de temps parce qu'effectivement, à partir du moment où la plateforme et votre compte est donc lié avec PayPal, eh ben, vous n'aurez plus à encoder votre facture. Alors, je dois ajouter un copropriétaire dans le compte de réserve. C'est impossible. Non, il ne faut pas ajouter un copropriétaire dans le compte de réserve. Ça se fait automatiquement. Donc là, je vous invite, Hélène, à poser votre question sur le chat box pour que notre support technique regarde, parce qu'à partir du moment où un copropriétaire est inscrit, eh bien, automatiquement, et qu'il a payé dans le compte de réserve, il sera automatiquement indiqué. Hein. Et si ce n'est pas le cas, alors c'est qu'il y a un petit problème, alors il faudra voir avec le service technique. Est-ce que les paiements sont possibles directement à partir de la plateforme? Oui, vous pouvez, ça je vais le montrer lorsque j'aurai fini les questions. Alors, je regarde encore d'autres. Voilà. Alors, je n'ai plus d'autres questions. Je vois. Alors, je vais continuer sur la plateforme. Et donc, je vais maintenant vous montrer qu'est-ce que j'avais dit que j'allais faire.
Je vais maintenant vous montrer, justement, Madame pose la question sur le fonds de réserve, comment le voir. Alors, je vais vous montrer comment on gère le fonds de roulement et le fonds de réserve. Donc, ça se trouve dans la comptabilité, dans l'onglet propriétaire. Vous avez ici fonds de réserve et fonds de roulement. C'est exactement ça fonctionne exactement de la même manière. Et donc, vous allez voir, on va pouvoir effectivement augmenter le fonds de roulement ou augmenter le fonds de réserve. Donc, comme je vous l'ai dit là tout à l'heure, mon Wi-Fi n'est pas très bon ici, mais ça va arriver, vous inquiétez pas. Le fonds de réserve, il est d'usage que le fonds de réserve soit égal à 25 à 30% du budget annuel. Je vous l'ai expliqué là tout à l'heure. Donc, de temps en temps, effectivement, il faut faire une augmentation du fonds de roulement, hein, pour qu'il soit justement toujours égal entre 25 et 30%. Malheureusement, avec l'indexation, ben, l'argent et le budget augmente, et donc c'est pour ça qu'il faut de temps en temps faire une augmentation ici, ou une réduction. Une réduction, ça c'est beaucoup moins, c'est souvent moins le cas, mais donc ici, donc on va faire une augmentation du fonds de roulement. Et donc voilà, ici, vous faites, c'est un petit peu comme demander une provision, c'est le même fonctionnement, et donc nous allons le faire, on va augmenter le fonds de roulement de, par exemple, 500 €. Hein. Alors, on va demander ça aujourd'hui. Intitulé, eh bien, je vais tout simplement faire fonds de roulement. Et alors, le fonds de roulement, il doit être payé sur le compte de paiement. Ici, c'est déjà indiqué. Alors, ici, de nouveau, vous avez les clés de répartition ou éventuellement une répartition manuelle, hein, mais un fonds de roulement, c'est souvent par la clé de répartition de l'acte de base. Je vais faire suivant. Ici, je vais informer, j'ai déjà mon titre pour mon mail, et ici, je vais informer les gens de quoi il s'agit. Hein. Ici, je peux raconter toute l'histoire, et je peux peut-être donner ici 15 jours, 30 jours, ou immédiatement, je vais donner 15 jours. Hein. Voilà, j'écris mon histoire, hein, et puis je vais faire suivant, et là, ici, c'est un compte test avec 6 copropriétaires, et donc 6 documents vont être édités avec ma demande d'une augmentation du fonds de roulement. Donc là, je laisse le PDF se générer. Comme vous savez, probablement un PDF, ça prend toujours un peu plus de temps. Alors ici, je vais prendre un francophone et je vais afficher la demande. Et donc ici, j'ai pour cette société justement une demande d'augmentation de fonds de roulement de 500 €. Et donc, j'ai utilisé la clé de répartition de l'acte de base. Donc ici, ce copropriétaire, il a autant de quotités. Et donc, du montant de 500 €, il est invité à payer 72,50 €. Et donc ici, vous avez les coordonnées de l'ACP pour qu'il puisse facilement faire son paiement. Voilà pour une augmentation du fonds de roulement. Et donc, c'est exactement la même chose pour le fonds de réserve. Hein. Il n'y a pas de différence. Donc, voilà. Maintenant, je vais peut-être également regarder un exercice comptable. Hein. Donc, à partir du moment où vous avez encodé toutes vos factures, vous avez encodé tous vos paiements et que vous avez alloué tous vos paiements aux bons copropriétaires et pour les fournisseurs aux bonnes factures, eh bien, alors, votre compte comptable, vous pourriez, en fin d'exercice, clôturer l'exercice ici. Hein, nous n'allons pas le clôturer, mais nous allons juste regarder comment un décompte d'un des copropriétaires. Je vais aller ici chez Groel Stéphane. Hein, et donc, je vois que ici, Groel Stéphane, eh bien, il a l'appartement 4, la cave 4 et le parking 4. Et donc, ici, vous avez tous les comptes comptables utilisés dans votre ACP. Vous avez les montants totaux facturés. Vous effrayez pas, c'est un compte test.
Donc, j'encode beaucoup de factures. Et donc, parce que sinon, ce serait cher pour une assurance incendie. Donc, ici, l'appartement 4, il y a 200 lots, 200 quotités sur 1000. Et donc, du montant total facturé, eh bien, on a comptabilisé pour l'appartement 4 autant. Même chose avec tous les comptes comptables utilisés. Pour la question de la TVA, et si vous cochez la TVA à chaque fois, eh bien, ça, c'est la petite colonne de la TVA qui est affichée. Donc, ça, c'est uniquement le montant de la TVA. Et ici, comme vous devez encoder le montant avec TVA, eh bien, c'est la charge totale. Ici aussi, d'ailleurs, c'est la charge totale. Donc, vous avez la même chose pour la cave. Ici, il y a forcément moins de quotités et donc il y a moins qui a été compté ici. Ici, pour le parking, il y a un peu plus de quotités et donc il y a un peu plus qui a été attribué au parking. Et chaque fois, par lot, vous avez un montant total pour le parking, pour la cave et pour l'appartement. Donc, à la question de la personne qui m'a dit, qui a posé la question, j'ai 2 appartements, eh bien, alors dans son compte, ici, il y aura l'appartement 4 et éventuellement l'appartement 6. Et donc, il aura bien la distinction entre l'un et l'autre. Et à la question, la distribution entre les frais locataires et les frais propriétaires, la réponse est ici. Donc, tout ce qui est coché en rouge est forcément coché en vert de l'autre côté. Et donc, ici, l'assurance incendie est à charge du propriétaire. L'entretien de la citerne à mazout est à la charge du locataire, etc. Voilà, et donc même chose du nouveau pour la cave et pour le parking. Ensuite, vous avez ici vous voyez tout ce que ce copropriétaire a payé, donc tous les paiements et les remboursements. Ici, la liste est assez longue. Désolé, c'est un compte test. Ce n'est jamais comme ça en réalité, forcément. Vous avez également sa participation dans le fonds de roulement. Et donc ici, vous avez un petit résumé de ce qui a marqué au-dessus. Voilà, et donc chaque copropriétaire reçoit un décompte annuel comme ceci. Voilà. Est-ce que j'ai encore des questions? Je dois ajouter un copropriétaire. Voilà, je ne vois plus de questions. Ah, je vois encore des questions. Ah oui, les paiements directement de la plateforme, je vais juste vous le montrer. Donc ici, lorsque vous êtes de nouveau dans fournisseur et que vous allez par exemple de nouveau dans le compte de Engie, je vais ouvrir cette facture qui est à payer, mais je vais le faire donc ici. En fait, si je clique sur payer, avant de l'envoyer à la banque, eh bien, je vois ici, je regarde, je vois que le compte en banque n'est pas indiqué, donc il faut l'indiquer. Alors, que vous soyez connecté ou non à la banque, il faut toujours cliquer sur payer parce que comme ça se mettra en payé. Maintenant, si vous êtes connecté à la banque, eh bien, il ne faut pas la payer parce que vous allez peut-être le faire directement sur votre compte en banque, ça vous pouvez le faire aussi. Et donc, quand c'est payé directement sur votre compte en banque, eh bien, vous allez avoir le montant négatif sur votre compte qui va se retrouver dans votre compte courant. Et alors, vous allez devoir attribuer ce paiement sortant à la bonne facture. Et alors, à ce moment-là, ça va également apparaître en payé. Voilà pour votre question. Voilà, ça c'est François. Alors, les comptes de réserve et courants sont liés à la plateforme syndic 7, mais le montant qui est indiqué en récapitulatif dans le module comptabilité n'est pas celui disponible sous le compte. Comment cela? C'est normal. Le compte de fonds de roulement n'indique pas le fonds de roulement, c'est juste le fonds de roulement. C'est l'avance que vous avez donnée. Donc,
le fonds de roulement est payé sur le compte courant. Donc le compte courant a non seulement le fonds de roulement, mais également tous les paiements, des provisions que vos copropriétaires font. Comment attribuer un fonds de réserve à une facture payée? On n'attribue jamais un paiement dans un compte de réserve. Si vous utilisez votre compte de réserve, vous devez d'abord le voter en assemblée générale. Et quand vous avez voté un budget pour des rénovations et que vous utilisez votre compte de réserve, le syndic doit faire un transfert interne du compte de réserve vers le compte de paiement de la somme qui a été votée en assemblée générale. Donc vous ne payez jamais du fonds de réserve. Vous devez payer toujours toutes vos factures du compte de paiement. Alors, les paiements au fonds de réserve au fonds de roulement doivent être mensuels hors augmentation. Le paiement, je ne comprends pas bien votre question. Je vais quand même tâcher d'y répondre. D'habitude, une augmentation d'un fonds de réserve ou une augmentation d'un fonds de roulement se fait une fois par an. Et ça se fait après l'Assemblée générale annuelle, où vous votez dans cette Assemblée un éventuel augmentation du fonds de réserve ou une augmentation du fonds de roulement. Donc, en général, on le fait qu'une fois par an. Au début, vous disiez que le fonds de réserve devait représenter... Non, ce n'est pas le fonds de réserve qui doit représenter 25 à 30%, c'est le fonds de roulement. Le fonds de réserve, ça par contre, c'est indiqué dans la loi, sur la loi sur les copropriétés, le minimum c'est 5% du budget annuel. C'est ça que j'avais dit. Donc, maintenant, vous pouvez voter en assemblée générale plus. Si vous votez plus, ben voilà, vous votez plus. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à M. Bewer. Donc le fonds de roulement, on conseille de faire 25 à 30% du budget annuel. Et le fonds de réserve, là par contre, c'est une loi, c'est 5% du budget annuel. Alors, dans votre exemple, pouvez-vous confirmer que les provisions individuelles sont différentes par copropriétaire? Oui, elles sont différentes à partir du moment où les quotités sont différentes. Chez nous, nous demandons des provisions mensuelles similaires. Alors, si dans votre acte de base ou si vous avez voté en Assemblée générale que les provisions mensuelles soient similaires, alors vous avez fait vos propres lois. Et donc, mais il faut bien regarder votre acte de base, si c'est stipulé, et si ce n'est pas stipulé, alors ça doit être voté en Assemblée générale. Dans le PDF généré pour les appels de fonds, le nom bénéficiaire correspond au nom de l'ACP. Alors ça, Tom, je ne comprends pas bien votre question et je vous invite à la poser dans le chat box pour que notre service support puisse y répondre. Peut-on gérer deux comptes de paiement? Non, il n'y a qu'un compte de paiement. Et deux comptes de réserve? Non, c'est une fois un compte. Pouvez-vous répéter les deux montants pour le fonds de réserve et le roulement? Alors, ce ne sont pas les montants, c'est les pourcentages. Donc, le fonds de roulement, on conseille qu'il soit égal à 25 à 30% du budget annuel que vous votez chaque année dans votre Assemblée générale. Ça, c'est donc pour le fonds de roulement qui doit donc être payé sur le compte courant. Et le fonds de réserve doit être payé sur le compte de réserve. Et là, obligatoirement, c'est minimum 5%. Voilà. Concernant les frais à répartir par ISTA, on leur communique le montant total de l'exercice repris sous fournisseur pour que tout corresponde. David, je vous propose également poser cette question dans le chat box pour que je puisse vous donner une réponse complète, parce que c'est plus compliqué, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Je n'ai pas d'autres questions, donc je propose que ceci soit
la fin. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses et et voilà, sachez que donc le mois prochain, nous revenons avec un nouveau webinaire que vous pouvez vous inscrire à tout moment on va donc parler d'un autre thème et j'espère que vous serez tout aussi nombreux. Je vous souhaite une excellente soirée et une bonne utilisation de la plateforme Syndic Yourself. Merci et bonne soirée.